Emma Goldman, elle émigre aux États-Unis en 85. Ça veut dire qu'elle a 16 ans quand elle arrive. Et elle est confrontée, elle est très impressionnée par les événements de Haymarket. Elle a 18 ans à ce moment-là. Et elle avait déjà des convictions anarchistes, ou en tout cas une curiosité pour ce mouvement-là, et ça va la faire basculer vers quelque chose qui appartient plus à l'engagement actif, on va dire. Elle divorce, elle part à New Haven apprendre à coudre, et puis finalement, elle va arriver à New York à 20 ans, en 1889. Et puis, elle va militer là-bas elle va rencontrer Alexander Berkman, elle va militer activement. Et à partir de la fin des années, en 1919 et début janvier 1921, elle est exclue, elle est bannie des États-Unis et il faut qu'elle rentre dans son pays natal qui est la Russie. Donc il y a une scène très touchante dans la BD où on la voit prendre le bateau et s'éloigner de la Statue de la Liberté, et c'est quelque chose qui est dur pour elle parce que à la fois elle a envie de rentrer en Russie pour voir comment s'est déroulé, quelles sont les conséquences pratiques de la révolution de 17, mais en même temps elle avait plein de projets sur le feu aux États-Unis, donc voilà, elle est un peu écartelée entre ces deux pays. Et puis après, elle va rester 2 ans, elle va voir le régime bolchevique, elle va être aux premières loges, et elle va devoir, après ces 2 ans, fuir en Europe. Alors là, on va pas spoiler la vie d'Emma Goldman, je vous invite au-delà de la BD à aussi lire son autobiographie. Et voilà, elle part en Europe, elle traverse l'Europe pendant ce qu'elle appelle les années d'exil avec Berkman, et puis elle va finir par arriver en 1928 à Saint-Tropez, et elle va se consacrer pleinement à l'écriture de ses mémoires dans une retraite quasi monacale. Donc la BD s'inscrit dans cette période-là, ça se passe au moment où Emma Goldman raconte son histoire, écrit son histoire. Et donc ça, c'est toi qui va peut-être plus en parler. Et moi, je vais raconter ce qui se passe après. Donc après cette période-là, après sa retraite, elle va partir en Angleterre en tournée, et puis elle revient en 1936 pour venir au secours de Berkman qui est vraiment qui va pas bien, quoi, et qui va se suicider tristement 3 semaines avant que la guerre civile espagnole n'éclate. Voilà, elle va voler en Espagne parce que ça réveille un peu son espoir, et elle place beaucoup d'espérance dans ces événements-là. Elle va travailler au bureau de la presse étrangère pour la CNT, et elle va visiter des collectivités agricoles. Voilà, elle soutient vraiment beaucoup la CNT, même si elle leur reproche en privé d'accepter le soutien du régime soviétique. Voilà, elle est là en 1938 quand les bombardements aériens touchent Barcelone, et elle assiste aussi au procès du POUM. Et voilà. Et c'est en 1940 qu'elle va être frappée par un AVC. Elle perd l'usage de sa parole. Elle meurt à Toronto, où elle est enterrée près des victimes de Haymarket, comme elle le souhaitait, et aussi auprès de son amie Voltairine de Cleyre. Et elle finit la préface de son autobiographie par ceci. « Ma vie n'aurait pas été celle que j'ai menée sans tous ceux qui y sont entrés, qui y sont restés, les uns longtemps, les autres un court moment, et qui ensuite ont passé leur chemin. Leur amour, autant que leur haine, ont contribué à ce qu'elle vaille la peine d'être vécue. » Et c'est quelque chose qu'on retrouve pleinement dans la BD, selon moi. Voilà, donc du coup ça m'amène à te poser quelques questions. La première, c'est tout simplement pourquoi ce projet sur la vie d'Emma Goldman? En fait, c'est donc Léa Gauthier a écrit l'histoire, et elle avait déjà traduit des livres, enfin des extraits qu'elle avait fait dans des recueils chez Payot. Je ne sais pas si vous en avez vu passer. Et c'est elle qui, comme elle travaillait là-dessus, elle a proposé une histoire à Futuropolis, qui était mon éditeur par ailleurs. Et comme mon éditeur, enfin mon éditrice en l'occurrence, m'a appelé pour me dire qu'elle avait reçu une proposition de projet sur Emma Goldman, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Et c'est vrai que pour moi, c'était une figure de l'héritage libertaire que je connaissais, mais pas du tout dans ces détails-là. Et, euh, et ça a été vraiment l'occasion de redécouvrir ce personnage. Donc c'est vrai que j'étais vraiment tout de suite emballée par l'idée aussi d'incarner cette femme, qu'elle sorte du panthéon un peu de l'anarchie, qu'on place un peu des gens parfois à distance, on ne se rend pas compte qu'ils ont eu des vies, que ça a été vraiment des individus, et de pouvoir s'en sentir proche.
parce que quand on écrit un livre, d'un seul coup, on se sent proche avec des personnages. Je me suis dit, je vais pouvoir me sentir proche d'Emma Goldman. Et j'étais assez enthousiaste à l'idée de faire ça, ouais. Ok, très bien. Mais c'est vrai que dans son autobiographie, ça ressort aussi. Elle s'éloigne beaucoup de son style dans ses essais ou dans la propagande qu'elle a pu rédiger. On voit vraiment Emma Goldman qui est une humaine, qui n'est pas juste une militante hors sol, comme on peut l'appréhender. Voilà. Merci d'avoir participé à la rendre accessible encore au plus grand nombre. Maintenant, je voudrais savoir quel message vous avez voulu porter, toi et Léa, dans la rédaction de cette BD. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant? Je pense que c'est l'actualité de sa lutte aussi, en fait, que moi j'ai donc redécouverte, mais qui permet de concilier la lutte pour l'émancipation sociale et la lutte pour l'émancipation féministe, entre guillemets, même si c'est un peu anachronique. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on a dit femme et anarchiste et pas féministe et anarchiste dans le titre. Mais elle portait déjà des combats qui sont éminemment contemporains, en fait, sur la question de la liberté des corps. Elle parle de l'amour libre, elle parle aussi juste, et pour moi ça c'était très parlant, c'est une espèce de joie politique, de comment réussir à être un être vivant qui partage un vécu avec d'autres personnes et qui, du coup, pour moi aussi, c'est l'exemple qu'on peut lutter toute sa vie. C'est aussi quand on ne se grille pas dans une espèce de politique mortifère monacale, mais quand on ne fait pas que écrire des... Parce que parfois on pense à des figures politiques, on se dit ils font que des grèves et des discours et des théories. En fait, non, c'est aussi des gens qui aiment vivre, qui aiment prendre soin de leur entourage. Et je pense que c'est ce qu'on voulait montrer aussi, ce que Léa avait vachement envie de mettre en avant. Moi-même, au début, ça m'a surpris, c'est-à-dire que il y a un moment, c'est une femme qui aimait beaucoup cuisiner et manger, et aussi ça avait quelque chose de social ce moment-là. Et il y a une page où elle cuisine une bouillabaisse, et, et on a 160 pages dans une bande dessinée, ça va très vite, surtout quand c'est à partir de 1700 pages. Et moi, au début, je me suis dit, on va faire une page sur quand elle cuisine, genre c'est pas possible, faut qu'on met une manif ou un autre truc, enfin quelque chose de plus politique. Et en fait, ça aussi c'est politique de voir ce temps-là qu'elle prend pour faire des activités qui ont l'air non politiques directes, mais en fait qui sont de l'ordre de la vie. Elle a vraiment ce truc-là de quelque chose de joyeux et d'enthousiaste qu'on doit vraiment recultiver aujourd'hui pour reprendre aussi une forme d'espoir. Il y a eu des livres qui sont sortis sur la joie militante et tout ça aussi, qui sont donc à l'inverse de ce qu'on a pu dire par ailleurs sur des tendances mortifères internes. C'est au contraire de accepter la conflictualité aussi, mais voilà, de faire avec le commun et avec le collectif, c'est ça aussi. Donc je pense que c'est parmi des messages qu'on a voulu transmettre. Et évidemment, on a voulu aussi faire découvrir ce personnage. Moi, je pense que comme je connaissais beaucoup de... Enfin, parmi mes proches, les gens la connaissaient, mais je pense parce que c'était des gens du milieu militant, entre guillemets. Après, la connaître, ça veut pas forcément dire en fait la connaître bien. Ça peut être juste la connaître comme on connaît Louise Michel, Voltairine Leclerc et voilà, Lucy Parsons, quand on est une femme, parfois on se dit bon, je vais regarder quand même quelles sont les femmes libertaires un peu connues. On voit quelques noms, on regarde un peu, mais de creuser et de voir l'actualité de... Parce que même moi, au début, j'avais pas fait d'histoire qui se passait... Enfin, la période industrielle, je la connaissais, mais pas si bien. Et ça peut y avoir... Je me disais, il peut y avoir quelque chose de désuet aussi, si ça se trouve, dans l'univers, les vêtements ou quoi. Enfin, toutes ces questions des luttes américaines qui peuvent être aussi lointaines. Et donc, de faire ce pont, je pense qu'il y a un désir, en plus, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'anarcha-féminisme, bon, qui pareil, qui n'est pas un terme utilisé à l'époque, mais en tout cas, qui est désireux de faire dialoguer voilà, les luttes sociales et les questions féministes. C'est une bonne illustratrice, Emma Goldman, de ça, je pense. J'ai envie de développer dans tous les sens, mais en fait, ce que tu disais sur le fait d'avoir une joie, en fait, et que la vie militante, elle déborde, en fait, de juste l'activisme pur. C'est marrant parce que ça va complètement à revers de Sacha Bergman, qui est pas du tout son mood, lui, clairement. Même si il va un peu bouger sur ses lignes, quand même, en avançant, en prenant de l'âge, on va dire. Moi, je voulais aussi t'interroger sur les matériaux avec lesquels tu as travaillé, mais du coup, tu as répondu à ma question. Ça a été pas mal quand même avec son autobiographie. Pas mal avec ce livre, ouais. Après, il a fallu trouver de l'icono aussi quand même. Il y a quelques photos, par exemple, du New York, de la période industrielle, on peut trouver. Après, des photos, des images des personnages, par exemple, Emma Goldman, c'est des photos quand même assez sérieuses, quoi. Elle n'est pas hyper... Voilà, elle a un air un peu... On se dit, bon...
Alors que justement, quand on lit, c'est une femme hyper pleine de vie, qui aime faire la fête et tout. Donc il y avait cet exercice-là aussi d'avoir une image d'un... Ça faisait vraiment figure historique, un peu ancrée dans le début du XXe siècle ou fin du XIXe. C'était tous les trucs noirs et blancs un peu officiels ou quoi. Et certains personnages, par exemple pour Fédia, son autre compagnon, il y avait vraiment qu'une gravure. Donc voilà, on peut trouver des petites choses un peu à droite à gauche. Mais et après, tirer le fil de ça. Mais on a quand même réussi à trouver. Et s'il y a quand même une chose que je crois que c'est toi qui as posté, Guillaume, c'est une vidéo de l'enterrement de Kropotkin. Ah oui. Voilà, qui est hyper émouvante comme vidéo. T'as vu Et la version sous-titrée en français? oui, ouais, qui est postée donc. Et on reconnaît à un moment, on la voit, Emma en plus Goldman, et on voit Sacha aussi. Et il y a une scène quand elle est en Russie, la partie Russie se termine sur l'enterrement de Kropotkin, parce que ce qui aussi symbolise finalement une espèce de deuil de la possibilité anarchiste en Russie. C'est vraiment le dernier moment libertaire possible. Enfin, possible, déjà un peu encadré, parce qu'il y a plein d'anarchistes qui sont libérés juste pour ça, mais... Et ça a été une super vidéo, du coup, à utiliser, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait, de cette période-là. Donc, fallait un peu composer, ça, c'était vraiment l'élément principal, mais une BD, c'est en image quand même, donc faut trouver là-dessus, quoi. C'est un truc visuel. Ouais. Du coup, comme tu as parlé du fait que c'était que du noir et blanc, je pose une question que j'avais pas listée, qui est qu'il y a un rapport très particulier à la BD. Et, enfin, dans la BD, il y a un rapport particulier à la couleur, puisqu'il y a un aller-retour entre le présent et les flashbacks. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah, comme tu l'as évoqué, notre présent de narration, c'est quand elle écrit ses mémoires. Et c'est un moment où elle fête ses 60 ans, et du coup, c'est très joyeux. Et elle est entourée de plein de gens de différentes générations, ce qui est assez beau, parce que par exemple, il y a May Pickeret, qui est aussi une camarade, mais qui est beaucoup plus jeune qu'elle, et qui était au syndicat des métallurgistes, qui a été en Russie, qui a fait en sorte de libérer une autre camarade. Et donc, il y a d'autres gens de différents milieux. Il y a aussi juste des gens qui sont pêcheurs à Saint-Tropez, qui était à l'époque juste un village de pêcheurs. Et donc c'est vraiment assez joyeux, et les couleurs voulaient transmettre ça. Que même si voilà, ça par contre c'est la période de sa jeunesse et plus de sa formation politique dans le milieu anarchiste américain. Et c'est des couleurs qu'on voulait représenter propres un peu au monde du travail et à la misère sociale de tout cet univers de briques et du monde des travailleurs. Quand on regarde les quartiers dans lesquels elle était, c'était une misère absolue qui a aussi contribué à sa politisation. Donc là, on a ces couleurs-là. Et il y a la partie Russie qui sont des couleurs, pour moi, qui étaient plus strictes. Je tombe sur Lénine. Oui, voilà. Bon, il était là. C'est vrai qu'elle a rencontré Lénine et Trotsky. Et qui, en effet, sont pour moi plus des couleurs tristes et un peu autoritaires. Et un peu du moment du deuil, voilà, où il y a l'enterrement de Kropotkin, qui sont des images issues de la vidéo. Mais c'est vrai que c'est aussi un biais narratif qui facilite les allers-retours temporels, d'avoir des couleurs par moment spatio-temporels. Ça marche très très bien. Ok, ben moi je voulais te demander quels sont les moments forts qui t'ont touché particulièrement dans son histoire, et est-ce qu'ils sont tous représentés dans la BD? Ce qui est sûr, à part c'est la bouillabaisse. Oui, voilà, non. Un truc voilà, le regret, c'est de pas avoir l'Espagne, quoi, parce que ça, c'est vrai que c'est un truc assez incroyable. Après, on pouvait pas tout mettre parce qu'elle a une vie. Il y a des choses que voilà, il fallait choisir des moments. Moi, de mon côté, j'ai un peu envie de travailler sur un truc sur l'Espagne, donc ça va, j'y trouve mon compte. C'est pour plus tard, mais voilà. Le teaser. La teaser de d'autres, si possible, d'autres projets. Mais non, il y a un moment où elle est incarcérée qui pour moi était un moment très important parce que ça fait partie de son moment aussi de politisation féministe et de la question du soin. Et parce qu'elle est contre la conscription et elle est condamnée aussi pour incitation à l'émeute, et donc bref, elle va être incarcérée plusieurs fois, et donc dans une prison de femmes, et en fait elle est qu'avec des femmes vraiment de milieu très prolétaire. Et à un moment elle tombe malade, et donc elle va à l'infirmerie, et quand elle commence à aller un peu mieux, elle va travailler dans l'infirmerie, et donc elle va voir tout ce que vivent ces femmes en fait qui sont emprisonnées. Elle va créer du lien avec elles, alors qu'au départ elle avait plutôt du mal à créer du lien avec elles, parce que justement aussi son côté anticlérical faisait qu'elle avait des différends un peu par sa culture politique. Elle avait du mal à créer du lien, et là la question du soin va créer du lien avec les femmes, et elle va développer ça en allant faire une formation d'infirmière ensuite quand elle sortira de prison. Et même la question anticarcérale, je trouve qu'elle est hyper importante aujourd'hui. D'ailleurs, c'est
pour moi quelque chose qui est énormément porté aux États-Unis. Enfin, je pense que c'est un héritage aussi de la lutte libertaire aux États-Unis, aussi parce que l'industrie carcérale, elle est absolument totale et écrasante, mais du coup, c'est un espace de lutte encore présent aujourd'hui. Donc d'avoir une scène de la prison, c'était très important pour Léa et moi. Globalement, on a été toujours d'accord sur ce qu'on voulait mettre. Et je rebondis aussi sur ce que tu as dit. C'était important aussi pour nous de montrer les espèces de désaccords qui pouvaient exister entre elle et Bergman. Où en effet, on voit qu'il a une espèce d'austérité un peu plus politique. Il y a une scène où leurs autres compagnons, ils sont jeunes et il rentre, il a acheté des... Ouais. Il est un peu plus bohème et il a acheté des vêtements et il leur dit mais je nous ai acheté chacun une belle chemise ou quoi. Et Bergman, il pète un câble et il dit mais qu'est-ce que c'est que ça, l'argent? En gros, ça va pour la révolution. Voilà. Et Emma, elle dit en gros, il faut que la vie elle soit désirable et pas juste qu'on survive dans la vie. Et c'est intéressant parce que je pense que ça nous questionne quand même un peu nous tous. Je pense que parfois on peut avoir des espaces où on se dit non, quand même la politique c'est sérieux, faut arrêter, on va pas juste la politique par la fête, bon ça va 5 minutes ou les trucs comme ça. Et en même temps c'est vrai que c'est important de donner des espaces de souffle et de pas avoir en plus cette réputation de se dire voilà le côté oui la politique de la décroissance et de bref de n'importe quoi ce qu'on peut dire. En fait on peut le côté une espèce d'accès aussi à des choses belles, à des choses qui sont pas forcément de l'ordre de la bourgeoisie, mais qui sont d'une vie. Et donc cette relation qu'ils ont tous les deux, elle est vachement présente aussi quand il lui reproche d'aller en gros voir les milieux un peu plus libéraux pour les soutenir dans leur. Quand elle écrit Mother Earth, c'est une revue et elle est soutenue par des milieux libéraux progressistes, mais qui sont de la bourgeoisie en fait. Pour lui, c'est de la compromission, mais elle, en même temps, elle lui dit qu'elle est prête à aller parler en fait aussi au plus grand nombre pour propager la pensée. Et c'est des tensions qui sont intéressantes, je pense, qui sont à mon avis qui sont jamais résolues non plus en fait, parce que où on considère que c'est de la compromission, où on considère que c'est important de s'ouvrir. Est-ce que les deux stratégies doivent coexister et quelque part dans leur binôme elles coexistent. C'est intéressant. Mais Sacha est un personnage assez sombre quand même du livre. Et oui, quand tu dis moi tous les passages que j'ai aimés sont dedans ou presque, et quand ça commence et qu'elle est invitée par Most sur le terrace garden là tout en haut dans une penthouse et elle est au milieu des bourgeois alors que Bergman lui avait dit qu'est-ce que tu fais, voilà. Et puis l'épisode du beau où elle finit en disant qu'elle est atterrée par la réaction de Bergman et elle dit mais est-ce qu'il faut renoncer au beau si on est militant, si on est un activiste. Voilà, ça c'est pour les moments forts. Mon moment préféré, c'est quand elle est en URSS et elle marche avec Bergman et les gens dans la rue vendent des trucs et ils sont misérables. Et il y a quelqu'un qui dit, il y a des agents qui disent mais allez dégager. Elle dit mais ces gens essayent juste de vivre. Et lui, il dit, ce sont les ordres, nous ne pouvons pas laisser prospérer ces vermines qui spéculent. Ça, je trouve ça complètement fou, parce que moi, c'est vraiment le moment où je me suis dit, enfin, je savais déjà que ça allait pas très bien, quoi, les bolcheviks, mais quand même, c'est le moment où je me suis dit, waouh, ils vivent vraiment dans un autre monde, et puis ils sont hyper hypocrites, en fait. J'y vais très vite. L'Ukraine fertile est contrainte d'expédier vers le nord des wagons entiers de provisions, mais la population des villes meurt de faim. Une bonne moitié des denrées disparaît d'une manière ou d'une autre en cours de route, et ce qui reste finit généralement sur les marchés plutôt que dans les masses affamées. Et du coup, elle parle après des marchés de Moscou, et elle dit les marchés de Moscou sont grands ouverts et ils se livrent à un commerce trépidant. Je ne considérerais pas comme une trahison de la Révolution d'y acheter des produits de première nécessité. Donc là encore, on est même plus dans la célébration du beau, on est dans et il faut manger en fait. Zorin m'avait dit que le commerce était la pire forme de contre-révolution et qu'il était strictement interdit. Il m'avait dit que dans les marchés libres, on ne trouvait que des spéculateurs. Et moi, je disais que c'était une pure idiotie de s'attendre à ce que les gens se laissent mourir de faim face à de la nourriture. Donc voilà, et donc il est permis de vendre des aliments dans les lieux publics. Et c'est retourner le couteau dans la plaie que d'interdire aux masses de profiter des occasions de faire ses provisions. Et ces mots sont dans la bouche de Bergman aussi dans la BD, puisqu'il dit il ne le ferait pas, donc spéculer, s'il ne crevait pas de faim. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on montre par exemple un ancien compagnon libertaire qui était aux États-Unis qui s'appelle Bill Shatoff qui
qui est parti avant elle en URSS, et quand elle arrive et qu'elle attend d'être accueillie par lui, déjà c'est pas lui qui l'accueille, donc elle se dit bon, c'est un peu bizarre, pourquoi mon ancien compagnon, voilà, il peut pas, on lui a dit que il voilà, donc d'où vient cet ordre, voilà. Et on a montré un peu que en gros il est déjà il a un peu plus d'embonpoint quand il était en Russie, parce que d'un seul coup lui il fait partie des anarchistes qui sont devenus un peu des cadres du nouveau régime bolchevique et qui vont considérer que en fait c'est la politique aussi du moindre mal ou ces choses-là, et qu'elle défend à un moment le fait qu'il y a deux types un peu d'anarchistes, et il y a ceux qui acceptent des postes entre guillemets, et qui acceptent un peu d'être les faire valoir aussi de la révolution bolchevique, de dire regardez il y a des anciens camarades anarchistes, à un moment Lénine lui dit ça, mais si il y en a qui sont intégrés et tout ça, qui font partie de la révolution, et où sont les autres en gros, et ça c'est vrai que c'est voilà pour le mieux. Mais ouais. Et ils sortent pour l'enterrement de Kropotkin, mais après ils retournent. Après, voilà, c'est. Voilà. On a des belles images de masse anarchiste en Russie, mais en fait, c'est. Il y a une question. Oui, moi j'aime beaucoup le portrait que vous faites d'Emma Goldman, et surtout vous montrez à quel point son côté libertaire va au-delà de la politique. Et bon, effectivement, il y a ce comportement, il y a. Bon, à mon avis, la seule erreur qu'elle va commettre, c'est peut-être quand elle approuve la mise à mort du gouverneur de Pennsylvanie, qui est responsable d'une répression policière. Là, il y a un moment de bascule où finalement on retombe dans l'anarchie au sens un petit peu vulgaire, où il faut... propagande par le fait, quoi. Un peu. Propagande par le fait. Mais sinon, je veux dire, son parcours est absolument exemplaire, d'un bout à l'autre. Le seul point faible finalement qui va rester, et c'est lié aussi à son comportement, c'est au niveau de l'idéologie. Parce qu'aujourd'hui, elle rencontre Lénine, elle rencontre Trotsky, qui tous les deux ont actuellement encore des disciples, mais l'anarchie en tant que telle, au niveau doctrine politique, au niveau idéologie, je ne sais pas où il est, en tout cas, il n'y a pas de mouvement de... Il y a nous, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'en connais pas. J'ai connu, quand j'étais étudiant, j'ai connu quelques anards, je connais aussi des Mao. Vous êtes cerné, là. Mais non, mais c'est bon pour l'embuscade. On les entend pas beaucoup. Hein. Ils ont organisé l'événement ce soir. Et alors, ce qu'on entend plutôt, c'est la France insoumise, qui là, pour le coup, c'est pas la même chose. Hein. C'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas dans le même terme. Non, moi, je trouve que peut-être que c'était difficile dans une BD de développer l'aspect idéologique, mais c'est finalement, c'est ça que je retiens le moins là-dedans. Je retiens surtout une femme exemplaire, un comportement dans tous les sens, quelque chose d'assez admirable, y compris même dans les opinions de l'époque, puisqu'elle critique le combat des féministes de l'époque sur le suffrage universel, et elle est quasiment en pointe, même avant même qu'il y ait les mouvements pour l'avortement. Elle est déjà là pratiquement à soutenir un droit à l'avortement qui n'existe pas. Enfin, bon, sur le plan social, il n'y a rien à dire. Bon, sur le plan idéologique, moi je m'interroge, parce que voilà, c'est comme ça. Après, on n'a pas parlé de tout dans la bande dessinée. Il y a d'autres choses. Bon, les anarchistes donc s'organisent aujourd'hui quand même, avec l'UCL par exemple qui a organisé cet événement. Et je pense qu'il y a aussi une forme de pensée libertaire diffuse dans les mouvements d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les mouvements, il y a en effet des mouvements libertaires organisés qui permettent de travailler la question de la stratégie, de l'héritage politique aussi, ils en parlent bien mieux que moi. Mais il y a aussi une pensée diffuse et un héritage qui est encore hyper présent sur des pratiques de démocratie directe. Rien n'est plus poétique que l'autogestion, hein, c'est ce que disait Patrick Font. On peut le chanter sur tous les temps. Rien n'est plus poétique que l'autogestion. Bon, d'accord. En réalité, dans plein de mouvements type spontané, de prise d'endroit, de prise de place, d'occupation, mais aussi parfois juste dans des pratiques un peu populaires, par exemple l'arpentage. C'est une pratique qui s'est vachement développée, de lecture ouvrière, de prendre un livre, de le découper, de le lire collectivement. Non, pas celui-là. Mais il y a beaucoup de choses où les gens vont pas se revendiquer forcément parce qu'ils n'ont pas forcément envie ou connaissance, ou que générationnellement, il y a moins un rapport à une famille politique. Pour autant, à mon sens, la pensée libertaire, elle est extrêmement présente dans plein de mouvements. C'est juste qu'elle est un peu plus devenue polymorphe. Peut-être qu'ils le disent pas aussi, et peut-être tant mieux, parce que du coup, c'est pas tout à fait dans la tradition
concrète et vraiment juste, mais il y a en fait des choses, et par exemple justement sur Emma Goldman ou sur aussi parce que c'est une femme, il y a des personnes qui vont vouloir lire sur des apports de ces figures-là sans être prêts forcément à rejoindre un groupe libertaire organisé. Mais je pense que en fait, aujourd'hui, la pensée libertaire est beaucoup plus importante que les léninistes, quoi. D'ailleurs, on voit comment ils font que se scissionner. Après, c'est vrai qu'ils s'organisent très très bien et qu'il y a une espèce d'efficacité de la hiérarchie. Bon, mais je pense que dans les mouvements spontanés qui se veulent plus horizontaux, en fait, enfin moi à mon sens, et puis aussi quand même, disons que les libertaires sont moins entachés d'une histoire quand même autoritaire. Enfin, donc c'est quand même plus facile de se revendiquer d'une pensée libertaire que d'une pensée léniniste, même s'il y en a qui le font quand même. Mais... C'est vrai que le mouvement libertaire a souvent été à l'initiative de questions qui ont ensuite été reprises par plein d'autres gens. Enfin, on n'était pas les seuls, hein, et donc c'est vrai que du coup des fois, mais ça l'a dit, on existe nous, mais on est aussi influent dans des organisations, que ce soit dans les syndicats pour les pratiques de lutte, c'est aussi ça. Par exemple, on est plusieurs militants investis dans l'Union syndicale solitaire ou la CGT ou dans d'autres mouvements dans les luttes antiracistes, dans les luttes, enfin voilà, dans tous les champs de lutte actuels. Ne vous inquiétez pas, on est encore là. Et puis et après peut-être qu'on pêche par quelque chose, parce que c'est aussi on a nos torts. Et je pense qu'on pêche des fois aussi par un certain purisme qui fait qu'on s'empare pas de certains outils de propagande, selon moi. Mais non, mais c'est réel. Sachant que les anarchistes dans l'histoire ont souvent été à l'avant-garde des outils de propagande. Et peut-être que c'est pour ça qu'on nous entend moins. Mais c'est des choses qui peuvent évoluer. Et par ailleurs, souvent, c'est peut-être qu'aussi le mouvement libertaire, justement parce que, comme tous les mouvements d'extrême gauche d'ailleurs, c'est une impression que j'ai. Après, à partir des années 90, des fois il y a eu des tendances des fois à se retourner sur des traditions et de plus innover. Il faudrait peut-être aussi qu'on sache innover en théorie sur les questions actuelles, mais on l'a fait. Enfin, on l'a fait aussi. Enfin, je sais pas si ça répond un peu, hein, mais... Du coup, je note des trucs, ça me fait penser à des questions à poser. Mais du coup, en fait, on a pris de l'avance sur ma question qui a été quels enseignements aujourd'hui on peut tirer de la vie incroyable d'Emma Goldman. Et en fait, je crois qu'on a pris de l'avance là-dessus. Parce qu'il y a des choses qui te... Oui, c'est vrai que c'est un peu déjà ce qu'on a dit. Je pense que c'est aussi de retrouver de la force et de l'espérance politique. Enfin, moi, je trouve que c'était assez porteur de travailler sur elle, de voir ce qui a été possible, de faire vivre des histoires qu'on ne connaît pas dans les détails et justement de s'en rapprocher, de ne pas les garder très éloignées dans quelque chose d'un peu juste historique et ossifié, mais voilà, de le faire vivre. Et ça même de retrouver une place pour le désir, pour l'émancipation, mais vraiment comme quelque chose d'une pratique d'aujourd'hui et maintenant, de l'ordre du concret, de la pratique, solidarité concrète, de la question... c'est aujourd'hui que ça se développe d'ailleurs dans les luttes locales, par exemple, s'inscrire dans un réseau vraiment de la question du lien, par exemple, est très présent aussi dans la vie d'Emma Goldman. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'inspirations qui sont valables aujourd'hui et qui sont déjà pratiquées dans plein de mouvements que tu disais, mais aussi dans des mouvements écologistes, dans des mouvements d'occupation d'espace contre des expulsions aussi, ou d'essayer de créer des lieux qui sont autogérés. Enfin, il y a quand même, à mon sens, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve. Par exemple, elle n'a pas été non plus dans des... elle a vécu avec d'autres gens, dans des espaces collectifs, par exemple, mais elle n'a pas vécu non plus dans des communautés libertaires organisées. Par contre, elle a participé à créer une école aux États-Unis dans la pédagogie de Francisco Ferrer. Et ça aussi, la question pédagogique, c'est hyper contemporain, c'est de se questionner sur quelle est la place d'une éducation émancipée pour les jeunes, de leur donner une place. Je pense que ça aussi, c'est relié à la question patriarcale aussi, la place des enfants et la place de l'éducation et d'une transmission. Et elle a une grande tendresse pour sa nièce Stella et son neveu aussi, dont le nom m'échappe là. Et oui, elle dit que c'est des enfants formidables, etc. Et on voit qu'elle a un truc de transmission aussi. Oui, carrément. Et du coup, à propos de tout à l'heure, ce dont on parlait sur le fait qu'on se saisissait peut-être pas d'outils maintenant qui avaient existé avant, et l'inverse est vrai aussi parce qu'ils n'existaient pas. Goldman, il y a quand même un truc, Emma Goldman, il y a un truc qui m'a traversé en la lisant, c'est que parfois son aventure est extrêmement individuelle, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que je pense que c'était pas facile ou c'était pas possible de faire autrement à l'époque. Elle vit effectivement dans des colocs, elle ne manque pas d'amis, clairement c'est quelqu'un qui
un grand réseau. Mais par contre, c'est Emma Larouge, voilà, elle est... C'est pas qu'elle est toute seule, mais elle existe, on la voit. À côté de ça, aujourd'hui, quand on se déplace sur les ZAD et que les journalistes essayent d'avoir la parole de quelqu'un, tout le monde dit comment tu t'appelles ? Je m'appelle Camille. Tout le monde s'appelle Camille, c'est génial, il n'y a pas d'Emma Larouge, quoi. Il y a juste voilà. Et donc, je pense que, et par ailleurs, ils ont aussi des outils dont se saisit aujourd'hui. L'UCL dispose d'un journal qui s'appelle Alternative Libertaire. Et Berkman a fondé Blast, Emma elle a fondé Mother Earth, où a travaillé Bill Chatoff, et c'est pour ça que c'était aussi un ancien collaborateur. Quand elle arrive là-bas, elle est très surprise de sa position, là-bas étant de l'URSS. Et puis elle a Most, qu'elle rencontre au tout début, elle avait entendu parler de lui par Die Freiheit, son journal. Et donc voilà, ça c'était déjà des outils qui étaient utilisés. Et voilà, je vais nulle part avec cette question, sinon... Non, mais si, c'est vrai qu'on a même des scènes d'imprimerie, par exemple, un peu, parce que c'était important de montrer que c'était un espace vraiment libertaire, même les typographes ou le milieu de l'imprimerie était déjà propre à l'époque aussi, c'est vraiment le développement de la presse, mais particulièrement du milieu libertaire. Et qui est encore, en effet, aujourd'hui, même si on a tendance à dire que c'est plus que les réseaux, en fait, la question du journal papier est aussi encore importante, je pense. Ouais, pour revenir sur la question de lien, il y a un truc très pratique, c'est aujourd'hui, par exemple au Rojava, même en Ukraine, des groupes de résistance qui sont dans un contexte de guerre, c'est ces questions-là qui mettent en œuvre, premièrement, quoi, la question de créer du lien avec les habitants, etc., de vraiment faire du travail quotidien, et qui, du coup, ils ne font pas de travail... de contestation directe avec parce qu'ils n'ont pas les moyens déjà, et voilà, il y a cet exemple un peu aujourd'hui, quoi, international. Et il y a, sur la question de la presse, il y a aussi quelque chose d'actuel, par exemple au Soudan, on a des camarades anarchistes là-bas, et du coup notre réseau international a permis du coup le financement d'une imprimerie pour que les camarades puissent imprimer leur propre matériel, quoi, voilà. Ah oui, trop bien. Mais oui, c'est vrai qu'elle, on voit elle a un réseau international aussi quand même qui est très présent et qui est encore cultivé. Et je pense que les questions internationalistes sont quand même... Elle passe son temps, elle est partout. Ouais. Jusqu'à la fin de sa vie, elle continue à vachement créer du lien. Et oui. Elle va partout. D'ailleurs, elle est quadrilingue. Elle parle le yiddish, l'allemand, le russe, et elle a à la fin, au milieu de sa vie, une maîtrise parfaite de l'anglais. Donc, oui, mais ça qui est aussi intéressant, parce que c'était le côté le milieu immigré ouvrier États-Unis faisait que d'écrire que en yiddish ou en allemand, c'est qu'il y avait toute une partie des ouvriers immigrés qui pouvaient pas comprendre, et qu'en fait c'est important aussi d'écrire en anglais, quoi. Alors qu'au début les immigrés parlaient chacun leur propre langue, donc il y avait quand même ce milieu organisé, donc elle plus les yiddish ensuite, mais l'allemand et tout ça. Mais c'est vrai que la nécessité de parler l'anglais aussi s'est imposée, et ça a été tout un enjeu d'ailleurs de traduire Goldman dans des langues diverses dans son œuvre. Elle a été publiée d'abord dans 2 bouquins qui étaient à 7,50 $ alors qu'elle voulait être hyper accessible, et c'était pas le cas à ce tarif-là à l'époque. Et puis après sa mort, elle a été publiée dans un petit journal. Son œuvre a été publiée sous forme de feuilleton. Les droits avaient été cédés pour quelques centimes, donc elle est parue en yiddish, ce qui aurait probablement lui aurait fait très plaisir, je pense, sous un format du coup plus accessible financièrement, clairement. Mais même son bouquin coûtait cher, mais il a quand même circulé de main en main. Elle a fait des conférences, les gens rentraient pas dans la salle, ils voulaient en savoir plus sur son bouquin, et voilà. Oui, et moi je vois que par exemple, et ça je pense c'est aussi la tradition un peu anarchiste ou quoi, c'est d'en extraire des extraits. Il y a plein de brochures qui ont circulé aussi, que ça soit sur le net avant ou des brochures imprimées, parce qu'en effet ce livre-là peut être aussi un peu effrayant entre guillemets, parce qu'il est quand même énorme, et on peut extraire des choses par thématique, et ça, moi en fait Emma Goldman je l'avais pas connu par ce bouquin-là au départ, mais plutôt par des extraits choisis qui ont été portés par des réseaux libertaires sur internet ou des trucs comme ça, et donc oui le côté un peu plein de formats de son écriture, et parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont choisis, et même du coup les petits livres que Léa elle a traduits dans il y en a plein, en fait c'est intéressant, ça s'adresse à plein de gens. Il y en a un, c'est Lettres à l'amant par exemple, et moi j'ai plein d'amis aussi qui sont plus dans les milieux soit queer ou féministes ou quoi, et qui sont pas spécialement dans les milieux anarchistes, mais qui vont vachement être intéressés par ce thème-là. Donc
je trouve que son propos, il permet de s'adresser à beaucoup de gens quand on a des extraits choisis, en effet. C'est à quel amant? Lettre à l'amant, c'est plus, en gros, la difficulté d'aimer d'une façon un peu... voilà. Elle questionne sur voilà, l'amour libre, même elle qui pratiquait ça, mais qui a pu ressentir parfois de la jalousie aussi, en critiquant aussi vraiment le côté la femme qui était un outil de procréation, qui faisait parfois 10 grossesses, et bon, donc ça parle d'avortement aussi. Mais... Voilà. On parle du mariage. Oui. Ouais. Elle est sortie sous plein de formats, et puis elle a écrit avec plein de styles, enfin au moins 2 styles différents que je lui connais, c'est la propagande et l'essai politique, et puis ce truc qui est super personnel, où à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle décrit sa voix, elle décrit sa façon de marcher, elle passe une demi-page sur la moustache de Most, enfin, c'est génial, quoi. Son truc est incarné, effectivement, c'est une humaine et pas seulement militante, quoi. Elle jette une cruche au visage d'une femme qui se réjouit qu'on ait pendu 4 des accusés de Haymarket, et elle lui essaye de lui arracher son col de manteau en fourrure, elle lui jette un pichet au visage. Elle a 17 ans à l'époque, les mecs sont obligés de la porter hors du bar pour qu'elle se calme. C'est quand même, rien que pour ça, franchement, lisez son autobio, c'est dingo. C'est clair, c'est hyper incarné, c'est clair, et intime et tout. Moi, j'en ai fini avec mes questions. Est-ce que des gens veulent se prononcer dans l'Assemblée ? Vous êtes tous convaincus par la nécessité absolue de lire cette BD et Emma Goldman en général. Il y a une question ? C'était juste, est-ce que vous pourriez élaborer sur le travail à deux avec la Gauthier ou même votre texte, comment vous avez... Comment on a travaillé toutes les deux ? C'était pas complètement différent, c'est jamais exactement pareil en fonction des personnalités, mais en tout cas, dans les 2 histoires, c'est pas la scénariste qui a écrit de son côté et moi ensuite qui ai pris et qui en a fait un livre. On a vachement dialogué sur les pratiques parce qu'à chaque fois, il faut choisir, et donc c'est à 2, parce qu'en fait, comme c'est pas des livres commandes, moi je porte aussi le sujet, et donc j'ai envie d'être complètement en accord, entre guillemets, avec les extraits qui sont choisis. Donc et puis donc il faut renoncer, choisir c'est renoncer, on peut pas tout mettre, donc il y avait cette écriture là. Le fait qu'ensuite quand une scénariste elle écrit, elle fait pas mal de choses aussi, elle donne plus d'infos que ce que je peux mettre ensuite dans une bande dessinée, et puis il faut des infos descriptives entre guillemets liées à l'iconographie, donc on essaie de faire un peu comme dans Tokyo 68 quand on écrivait par scène, qui sont assez datés à chaque fois, et il y a beaucoup pour Tokyo 68 on a beaucoup plus d'archives, même si elles sont vraiment méconnues, mais on a quand même trouvé pas mal elle travaillait sur ça, donc elle en a trouvé beaucoup. Donc chaque scène avait aussi ses archives, et dans les 2, il y a eu le travail de réécriture, de se projeter sur... Donc pour Emma Goldman, il y avait Vivre ma vie, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses, il fallait les réécrire. Par exemple, Léa, elle a dû aussi réécrire un discours de Trotsky, quoi, qui n'est pas le discours que Trotsky a prononcé à ce moment-là, mais avec des morceaux de discours, elle a réussi à recréer un truc. Donc, et pour Tokyo 68, c'est vrai que c'était... Chelsea, elle a travaillé sur beaucoup de témoignages, mais c'est des personnages fictionnels, donc c'est essayer de recréer qu'est-ce que dirait une jeune femme de 20 ans en 68 au Japon. Chose que moi, toute seule, même si j'ai travaillé dessus, j'aurais pas du tout pu faire. Donc, on a travaillé sur ça, et après, de mettre les scènes en images, les scénaristes continuent de donner de faire leurs remarques ou des propositions, et puis il y a toujours des relectures à la fin. Par exemple, pour Tokyo 68, justement, j'ai fait tout le livre en faisant que des casques blancs, quoi. Et après, j'ai dit à Chelsea, bon, maintenant, il faut que tu m'aides parce que là, c'est trop compliqué de savoir lequel était où. Et puis, justement, comme il y en a qui ont évolué entre 67, 68 et tout ça. Donc, on a chacune vachement bien dialogué. C'était des expériences humaines aussi qui sont toujours bien passées, ce qui est pas... Enfin, c'est pas toujours le cas, je sais, par rapport à d'autres auteurs où parfois, on n'a pas forcément la même pratique professionnelle et tout. Mais là, ça a été vraiment des super rencontres D'ailleurs, avec Léa Gauthier, on voudrait, normalement, on va faire ça dans les temps à venir, travailler sur Madeleine Pelletier. Je ne sais pas si vous voyez. Chez Futuropolis, pareil. Donc, parcours d'une femme super intéressant aussi, ultra moderne aussi, parce que donc une femme qui s'habille en homme, qui a eu un parcours politique un peu... qui était pour le droit de vote, et en même temps qui a été voir la SFIO, qui était une tradition plutôt... à 13 ans, elle était déjà dans les milieux anarchistes, elle vient des milieux hyper prolétaires. Elle prenait le célibat à la virginité. Elle a lutté pour réussir à faire des études en psychiatrie.
Elle a pratiqué des avortements clandestins jusqu'à ce que finalement elle a été du coup internée pour ça, malheureusement. Elle a fait un avortement clandestin à une jeune fille de 13 ans qui avait été violée par son frère et elle a été dénoncée. Et donc la jeune fille et l'infirmière qui l'avait aidée ont écopé de 5 ans de prison. Et Madeleine Pelletier a été internée dans un institut psychiatrique à Sainte-Anne où elle-même avait fait ses études. Parce que justement, la question de la déviance politique chez les femmes, parfois, est plutôt psychiatrisée qu'internée. Donc voilà, c'est pour dire que c'est des collaborations qui donnent envie de faire d'autres projets ensuite, parce que c'est aussi une femme qui est méconnue, mais il y a un petit livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Avec qui, Madeleine Pelletier ? Avec Léa Gauthier aussi, et voilà. Et chez Futuropolis aussi. Donc un peu la même période historique, pour le coup. Mais vraiment un peu ça va être pas que elle, mais aussi plein d'autres femmes autour d'elle qui ont participé à un mouvement féministe en France, qu'on peut appeler la première vague, mais qui n'est pas du tout connue. Et c'est un personnage un peu solitaire qui en même temps avait beaucoup de relations épistolaires avec d'autres femmes. Donc bref, ça sera normalement intéressant parce que c'est un personnage qui est assez original. Un personnage hors catégorie. Ah ouais, complètement. Et qui a un côté un peu queer avant l'heure, quoi. Enfin, juste son apparence, chapeau melon et tout, et enfin ouais, même juste la position de la virginité, par exemple, de la sexualité, quoi, est hyper contemporain. Et il y a pas, moi je connais pas d'autres personnages militants qui ont prôné ça comme sans que ce soit dogmatique. Elle le revendiquait pas pour les autres, mais elle l'exposait elle comme une solution un peu à une émancipation féministe, quoi, même si. Oui, j'ai bien aimé aussi dans la lecture de votre livre. Ça m'a rappelé les débats qu'on avait quand j'étais étudiant, il y a déjà pas mal d'années, où on discutait autour du livre de Merleau-Ponty, Humanisme et terreur, et la question de savoir si une certaine forme de terreur, l'acceptation d'une certaine terreur, pouvait déboucher sur un avenir de l'humanisme. C'était un des débats qu'on avait à l'époque, et aujourd'hui, c'est complètement fini. Bon, maintenant, on parle de terrorisme et puis c'est tout. Mais c'est un débat de l'époque. Après, tout dépend de qui parle de terrorisme, oui, mais, pour le coup. On voit bien quand même les déviances du léninisme, du trotskisme dans ce domaine-là, où finalement, ils le disent encore dans la BD, ils justifient une certaine forme de violence parce que après, ça va être bien. Mais bon, oui. On sait ce qu'il en est devenu maintenant. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit un peu, j'espère, quand justement elle rencontre Lénine ou elle va en Russie. Et oui, ce côté, voilà, accepter certaines choses parce qu'il y a une guerre civile et Lénine qui dit liberté d'expression, c'est bourgeois, enfin c'est petit bourgeois ou quoi. Et jusqu'au dernier moment, il me semble, elle n'arrive pas à avoir elle n'arrive pas à cerner Lénine, genre elle n'arrive pas à savoir s'il croit à ses propres trucs et s'il est juste hyper coupé du reste, quoi. Après, il était déjà malade et tout à cette période aussi, et a priori, il avait quand même un peu une humeur un peu changeante et tout ça, vu que c'était quand même une maladie cérébrale. Surtout que ça interroge l'appareil qui s'est mis en place, parce qu'on peut se dire, bon, il y a de la violence vis-à-vis des ennemis de la Révolution, mais vis-à-vis des frères de lutte qui ne sont pas d'accord avec toi, tu utilises des outils policiers énormes, c'est là où ça les condamne, tu vois. Voilà, je pense. Ça les condamne aux yeux de Emma et de Bergman au moment de Kronstadt, par exemple, parce que c'est le moment, elle le pousse, elle dit Sacha, il y a un problème, tu vois bien, et lui il fait, limite il la traite de petite bourgeoise contre-révolutionnaire, quoi. Et puis il y a Kronstadt et il fait, il faut qu'on se casse, ça va pas du tout, c'était pas le projet pour lequel j'avais signé, quoi. Oui, mais c'est intéressant de voir justement, même eux, de voir jusqu'où ils avaient envie un peu d'y croire, quoi. Et bon, après c'est bien, ils se sont rendus compte assez tôt par rapport à d'autres historiquement. Mais de voir ce que ça pouvait représenter quand même comme symbole. Puis quand ils étaient aux États-Unis, qu'ils ont entendu parler, ils se sont dit, mais. Et c'est que par exemple, quand elle quitte les États-Unis, qu'il y a un journaliste qui lui dit alors, Emma, c'est la fin. Et elle dit peut-être que ça ne fait que commencer, parce que pour elle, d'aller en Russie bolchevique, elle se dit, de ce qu'elle en a entendu, elle se dit c'est là-bas qu'a eu la révolution, et donc elle est assez enthousiaste. Et de voir la désillusion, c'est coûteux aussi, en fait, parce que c'est un espèce d'engagement moral de se dire mais en fait c'est un projet, une promesse d'un projet politique d'émancipation, donc j'ai envie de voir, bon, et on se dit peut-être que c'est une erreur qui fait partie de l'expérience, c'est pas grave, mais jusqu'où les erreurs qui font partie de l'expérience sont en fait structurantes de l'expérience elle-même. Du coup c'est ce que disent les marins de Kronstadt, vive les soviets, à bas le parti.
Et puis c'est plus facile de nous regarder avec le Ouais. recul de l'histoire, alors que quand tu es dans le moment même. C'est clair. Carrément. Moi j'en ai une, je sais pas si tu peux répondre ou si peut-être plus Léa, si tu as échangé avec elle. Mais Emma Goldman aujourd'hui, elle a encore un écho dans les mouvements sociaux aux États-Unis, les mouvements féministes de façon générale. Je rebondis sur la question. Ouais. Je crois savoir quand même que le mouvement féministe, en tout cas américain, a un rapport un peu critique et distancié par rapport à Emma Goldman, quoi. Bah, moi, ce que je vois, c'est que c'est une figure qui est connue, plus qu'en France. Déjà, normal, parce que voilà, le mouvement même ouvrier et tout ça. Il y a même eu une petite bande dessinée militante et tout qui a été faite aux États-Unis sur elle. Après, par exemple, il y a eu aussi des critiques sur ce côté un peu. Nous-mêmes, on a eu des questions sur le côté, c'est un féminisme blanc, par exemple. Du coup, quelle place donner à cette question-là, où en effet, donc après, elle est plus dans le nord un peu industriel des États-Unis, où il y avait quand même une majorité encore d'ouvriers blancs, mais par exemple, Léa, elle a écrit un autre livre qui s'appelle 3 femmes en colère, où elle parle, c'est un essai, mais du coup littéraire. C'est écrit vraiment comme un roman, et c'est des extraits de vie de Emma Goldman, Lucy Parsons et Voltairine de Cleyre. Et Lucy Parsons est en effet une femme noire américaine. Donc, qui par ailleurs... Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était la femme d'un des condamnés des attentats de Haymarket, d'où est né le 1er mai actuel. Voilà, mais qui a énormément milité d'elle-même dans la lutte anarcho-syndicaliste. Mais pas tellement contre le racisme. Mais pas tellement, même si elle a eu un rapport où elle se revendiquait un peu amérindienne. Mais ça a été questionné de se dire, est-ce que c'était justement pour se revendiquer davantage autochtone américaine en tant que femme noire par rapport à des camarades blancs. Et elle a été en conflit avec Emma Goldman sur des questions comme l'amour libre et tout aussi. Oui, oui. Alors que par exemple, voilà, par rapport à Voltairine de Cleyre, qui a un rapport aussi, par exemple, à la maternité, qui est hyper intéressant. Je ne vais pas tout vous spoiler, mais l'essai, c'est très bien et ça permet d'avoir une approche aussi qui est incarnée de ces luttes-là. Mais c'est vrai que Emma Goldman, elle est... Je ne sais pas si elle est tant... dans les milieux peut-être anarchistes un peu plus traditionnels aux États-Unis, mais dans les mouvements plus contemporains, elle n'est pas tant portée que ça comme figure... Peut-être parce qu'elle semble un peu datée, entre guillemets, et je pense qu'il y a la tendance aussi un peu plus intersectionnelle qui essaye d'avoir d'autres références historiques et politiques. Mais c'est un peu adressé dans la préface de l'autobio, puisque les traductrices parlent justement du fait que elle théorise pas, mais en même temps, elle est très contemporaine, elle est très moderne, elle pense à des trucs avant tout le monde. On a vu, elle a des fulgurances constantes. Mais par contre, c'est vrai qu'elle s'appesantit pas tellement sur la question raciale aujourd'hui. Même l'antisémitisme. Et même l'antisémitisme. Oui, étant pourtant de tradition juive, mais... Pardon, non, mais c'est ça, c'est juste qu'ils disent qu'en fait, c'est un peu... lui reprocher ça aujourd'hui, c'est un peu ne pas se rendre compte qu'à l'époque, c'était pas un enjeu, et de toute façon, elle le saisissait pas comme une question politique, en fait. Elle pensait pas que c'était un truc systémique, ou en tout cas, elle l'abordait pas de cette façon-là. Mais parce que personne aussi n'était vraiment là-dessus à cette époque. Je pense qu'elle a fait émerger... déjà, elle luttait au sein de ses camarades, elle émergeait la question des femmes. Et qu'en effet, elle n'a pas été sur ces luttes-là. Je pense qu'elle a été assez peu entourée. Peut-être qu'elle aurait été plus dans les États du Sud, ça serait intervenu différemment. Mais oui, pour l'antisémitisme, d'ailleurs, on a eu des questions parfois justement sur la place de cet héritage, parce qu'il y a eu dans les mouvements... il y en a eu du judaïsme libertaire, ça existait plutôt en Europe de l'Est. Il y a eu aussi le Bund ou quoi, qui était plus du socialisme judaïque et tout. Mais elle donne pas vraiment de place à cet héritage-là, à part le fait qu'elle parle yiddish et qu'elle est arrivée aux États-Unis dans des communautés du coup de confession juive. Mais c'est vrai que cette place qu'elle donne n'est pas très claire, et du coup, nous on le fait pas beaucoup intervenir non plus. Juste on sait que vient de ce milieu, mais... C'est même Trotsky. Trotsky se niait purement et simplement en tant que juif. Si je peux rebondir, parce que j'ai lu aussi le livre de Léa. Du coup, sur la partie sur Emma Goldman, elle évoque la question se pose un peu quand même dans la façon des capitalistes américains de diviser les grèves ouvrières, c'est-à-dire en employant des travailleurs immigrés ou des noirs qui viennent du sud pour casser des grèves. Donc la question elle est posée, mais elle porte pas de réponse. Et en plus, ça arrive en pleine période
justement de redéploiement de l'impérialisme américain, et justement où il y a eu les lois de Jim Crow les années d'avant. Il y a d'autres ouvrages intéressants là-dessus sur comment la question raciale a traversé la gauche américaine, et disons qu'une partie de la gauche, j'ai plus les noms, hein, mais ce qui serait l'équivalent de la SFIO de l'époque, c'était comme un peu en France, aligné sur la ligne impérialiste et coloniale. Par contre, dans notre tradition libertaire, il y avait les IWW, les International Workers of the World, qui eux ont été les premiers pour le coup à créer des connexions pour empêcher d'ailleurs cette stratégie de cassage de grève. Voilà. Il y a un ouvrage Ahmed Chokri sur Red and Black que je vous conseille, qui est sorti il y a une dizaine d'années là-dessus. Voilà. On a fait le coup. Non. Ça... Il est 20h41. 20h40, on a encore du temps si vous avez des questions. Non, c'est bon. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation et merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu et merci d'avoir fait ces BD. Ouais, vraiment. Avec plaisir. Et puis on peut continuer à discuter. Voilà. Et si vous, voilà, il y a les bouteilles qui sont cachées mais qui sont. Et à se faire dédicacer. Les mettre sur la table dans le c'est bon. Très bien, merci. Merci. Les travailleurs aiment leur travail quand ils peuvent l'aimer, quand le travail est fait par eux, pour eux et pour le bien commun.